le coup. Et on rejoint tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles. Allons retrouver 15h30 notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, 2 jours après la présentation du budget de l'an 1 d'un Québec souverain, le sujet s'est invité à la Chambre des communes. Écoutons ensemble un échange entre Yves-François Blanchet et Justin Trudeau. J'aimerais savoir si le premier ministre reconnaît la capacité du Québec à réussir au plan économique comme pays indépendant. Mon Dieu, Monsieur le Président, les essais que le Bloc essaie de ramener un débat sur des chicanes entre le fédéral et le provincial continuent de m'époustoufler. La réalité, c'est que bien sûr, les Québécois sont un peuple fier, une nation fière, prête à bâtir un avenir meilleur, mais ils savent très bien que cet avenir se place le mieux à l'intérieur du Canada. C'est pour ça, en tant que gouvernement canadien, on est là pour investir dans des choses comme le REM, d'investir dans Northvolt, investir dans la Davie, investir dans les mines de lithium, investir main dans la main avec le gouvernement du Québec pour bâtir un avenir meilleur pour tous les Québécois et tous les Canadiens! Alors, quelle finale quand même, Mario. Il y en a peut-être plusieurs qui croyaient que la souveraineté, c'était un sujet qui était mort et enterré. Crois-tu qu'il y a un réel appétit actuellement pour la souveraineté ou c'est plutôt un discours partisan? D'abord, on dira ce qu'on voudra. Oui. Ce sujet-là, écoute, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un Justin Trudeau animé comme ça? Hey, ça fait longtemps. Pour vrai, là? Hein? Oui. En français, en tout cas. Donc, là, ce sujet-là, oui, ce sujet-là soulève les passions, qu'on le veuille ou non. Je commence par faire cette parenthèse. Non, je ne pense pas que la population en soit là. Je pense pas que la population... Je comprends que le PQ, tout le monde reconnaît sa capacité de prendre beaucoup de place dans l'actualité, l'habileté de Paul Saint-Pierre Plamondon de passer ses messages, d'installer ses sujets. Le PQ reste un parti qui a 4 sièges à l'Assemblée nationale. Il a monté dans les sondages. Écoute, avec ce que j'entends, il va probablement monter encore. Mais tu sais, entre ça, puis devenir un gouvernement en attente, puis un gouvernement qui aurait, mettons, un 55-60% d'appui à la souveraineté pour dire, là, j'arrive confiant pour aller faire un référendum à le gagner. Écoute, il reste des étapes. Donc, non, je pense pas que la population en soit rendue là, mais je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon a rallumé quelque chose. Ça, il n'y a pas de doute. Donc, ça fait une coupe d'affaires. D'abord, je pense que pour des gens qui étaient souverainistes puis qui s'occupaient plus de ça, ça rallume une flamme. Je pense que pour des plus jeunes qui n'ont jamais vraiment vécu le débat souverainiste, le référendum de 95, ça commence à faire un bout quand même. Là. Donc, tous ceux qui ont, je sais pas, moi, 40 ans et moins, l'ont jamais vraiment vécu. Alors là, c'est comme quelque chose de nouveau, qui regardent peut-être avec étonnement, curiosité, peut-être vont aller lire des choses, s'interroger comme ils l'ont jamais fait. Alors, c'est évident à ce point-ci qu'il se passe quelque chose. Mais de là à dire qu'on sent un mouvement pour la souveraineté, non, je pense que c'est exagéré. Donc, ça ne ravive pas les inquiétudes non plus des partis fédéralistes. Non, je pense pas que Justin Trudeau soit sincèrement inquiet à l'heure actuelle. Par contre, regarde, quand même, ça fait 2 jours à Ottawa qu'ils sont obligés de réagir à ça. Donc, tu sais, Paul Saint-Pierre Plamondon a fait quelque chose, a touché quelque chose, a brassé quelque chose. À la Chambre des communes, depuis 2 jours, on parle de ça. Dans les journaux du Canada anglais, cette affaire-là a remonté. Donc, ça a remué des sujets. Bon, pour le reste, je pense quand même qu'il y a quelque chose de fondamental sur lequel j'ai écrit je ne sais plus combien de chroniques, puis on s'en est parlé. Pour moi, il y a l'évolution du Canada. Sans qu'au Québec, consciemment, mettons au cours des 5 dernières années, sans qu'au Québec, consciemment, on parle de souveraineté ou que le projet souverainiste soit vécu, il reste qu'il est arrivé des affaires renversantes. Là. Je nous rappelle à tous qu'au débat des chefs fédéral, le débat des chefs, un moment solennel de la politique, l'animatrice s'est mise à dire qu'au Québec, on a un problème avec le racisme puis tout ça. Moi, je me souviens, je regardais tout seul dans mon salon avec un carnet de notes, puis je me souviens avoir figé, de dire, ben voyons, vient-tu vraiment d'arriver ça? Non, mais vient-tu vraiment de... Donc, une façon de dire que le Canada se définit à sa politique d'immigration, tout ça se fait sans le Québec. Là. Tout ça se fait en laissant le Québec de côté. Donc, il y a des paramètres du débat qui changent. Là, c'est beau que M. Trudeau dise « Ah, le Québec, on l'aime, on l'investit ». Mais dans les faits, le Canada, sous Justin Trudeau, évolue d'une manière où le Québec ne sait plus trop où est sa place, là. Autre sujet qu'on voulait aborder avec toi, Mario, le prix de l'essence. Parce qu'évidemment, ça touche énormément de gens au Québec. Et l'avis sur les écarts de prix entre la région de la Capitale-Nationale et les autres régions du Québec, un avis qui a été produit par la Régie de l'énergie, révèle que les prix sont plus élevés
finalement, c'est vrai, sont plus élevés dans la région de la capitale nationale. Le ministre Pierre Fitzgibbon qui va convoquer les 5 principaux détaillants d'essence. Tu t'attends à quoi de ça? Fitzgibbon aussi qui a demandé au Bureau de la concurrence du Canada d'enquêter. Ouais. Et on voit le deuxième député, celui qu'on connaît moins, qui est derrière M. Fitzgibbon, Samuel Poulin. Il faut donner le crédit à lui. Parce qu'on dit parfois, les simples députés qui sont pas ministres, ils peuvent rien faire. Lui, c'est un député de la région de la Beauce. C'est lui qui a parti le bal. Lui a même demandé le Bureau de la concurrence fédérale de regarder les coûts du pétrole, de l'essence en Beauce, puis ça rebondit sur la région de Québec. Donc, lui, il a prouvé qu'un simple député peut faire des choses, peut brasser des choses. Pour le reste, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Le gouvernement du Québec ne fixera pas les prix de l'essence. Donc, s'il y a une région, si on peut démontrer par ces mécanismes, parce qu'à un moment donné, dans un monde de concurrence, la transparence, le fait de mettre au grand jour qu'une région paye trop cher, qu'une région paye des prix anormaux, ben ça met une pression sur le système. Et là, on va les convoquer en plus. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Pourrait-il être nerveux, ces détaillants? Ben, il y a déjà... en fait, c'est plus... on corrigera, mais c'est plus le Bureau de la concurrence fédérale qui peut arriver avec des sanctions. Oui. Ça a déjà été vécu, si je ne me trompe pas, c'est la région des Cantons de l'Est où un certain nombre de détaillants s'étaient fait condamner là, pour une collusion sur les prix. Là. Je remonte, je fouille dans ma mémoire, ça fait plusieurs années. Alors, le Bureau de la concurrence fédérale a ces pouvoirs-là. C'est une grosse preuve à faire, une grosse démonstration à faire. Mais bon, en attendant d'être nerveux de ça, je pense qu'il y a, pour les gens de la région de Québec, minimalement, il y a un sentiment que, tiens, quelqu'un s'en est occupé. Oui. On a mis, on a mis les projecteurs sur un problème. Et juste le fait de mettre les projecteurs dessus, c'est très susceptible d'améliorer les choses. Front commun, maintenant, il pourrait y avoir une journée de grève le 6 novembre prochain. Après le changement d'heure qui va se dérouler le week-end d'avant. Bref, un beau début de semaine pour bien des parents, Mario. Néanmoins, il y a une nouvelle offre qui sera bonifiée du gouvernement du Québec, déposée ce dimanche. Écoutons le premier ministre François Legault qui est allé voir les membres du Front commun ce matin à Québec. On va faire une offre dimanche. Mais là, le défi qu'a Sonia, c'est de dire les syndicats demandent qu'on donne pas mal toutes les mêmes augmentations de salaire à tout le monde, alors que nous, on veut surtout mettre l'argent dans les primes sur les quarts de travail qui sont difficiles à combler. C'est ça là, qu'il faut s'entendre. Tu t'attends à quoi, Mario? Penses-tu que ça va se régler là, peut-être d'ici le 6 novembre prochain? Non, mais c'est un bon coup ce matin. Là, pour François Legault, pour moi, c'est un des meilleurs coups des dernières semaines. Oui. Il y a 3 bonnes affaires dans ce qu'il a fait. D'abord, d'aller physiquement, là. C'est pas dire ça dans les corridors de l'Assemblée nationale, d'aller physiquement face aux syndiqués, les rencontrer, jaser avec eux, et donc leur dire à eux, on va faire une offre. Faisant ça, il dit au reste du public, là, il amène l'attention sur la nouvelle offre qui s'en vient, et il donne un détail qui est pas banal là, sur la nature de l'offre. Là. Il leur dit, oui, on va l'améliorer, mais là, comprenons ce qu'il y a à comprendre dans ce qu'on vient d'écouter comme extrait. La bonification, parce que là, ça coûte, c'est chaque pourcentage supplémentaire, c'est aux alentours de 600 millions. Ça coûte cher, là, chaque point de pourcentage qu'on augmente. Là. Mais donc, je pense que les centaines de millions ou les milliards supplémentaires vont aller surtout, peut-être pas uniquement, mais surtout pour les quarts de travail difficiles à combler. Donc, les quarts de travail de nuit, là, pour les bureaux, les infirmières ou les endroits où on travaille 24 heures sur 24, les quarts de travail de fin de semaine, donc les quarts de travail qui sont plus difficiles à combler. Tout ça pour éviter le temps supplémentaire obligatoire. Donc, François Legault est allé rencontrer personne, a attiré l'attention sur une offre et a commencé à qualifier dans l'offre ce que le gouvernement recherche. Maintenant, des journées de grève, Julie, on va se dire... Là, on n'a pas le choix. Il faut qu'il y en ait quelques-unes, que les gens se mettent ça dans la tête. Mettons-nous dans la peau des dirigeants syndicaux. Les dirigeants syndicaux, là, ils ont craqué leurs membres. Les membres leur ont donné un vote de grève à 95 %. Fait que, tu sais, ils sont pas un peu montés d'un rideau, là. Ils sont accrochés après la pôle, là. Fait que là, tu comprends, il faut qu'il y ait des journées de grève, il faut qu'on démontre des démonstrations de force, puis tout ça. Maintenant, là, comme on dit, une fois que tu es grimpé d'un rideau, il faut que tu redescendes. Là. Je veux dire, le gouvernement ne donnera pas des augmentations de salaire de 35 %. Alors là, il va falloir trouver un terrain d'entente, certains gains, ou sinon, il y aura une grève générale illimitée. Peut-être qu'on arrivera à ça. Mais moi, ce qui me concerne, là, avant Noël, je commence à penser qu'on n'aura pas de grève générale illimitée avant Noël. Noël, OK. Non, mais ça pourrait se régler avant Noël, des journées Mario? de grève...
Des journées de grève, oui. Mais une grève générale illimitée, à mon avis, on n'aura pas ça avant Noël. Est-ce qu'on peut avoir une entente avant Noël? Ça serait un exploit. Ça va dépendre de comment est la réaction à l'offre de dimanche. Là. Est-ce que l'offre formulée par le gouvernement dimanche relance un peu la négociation? Ou est-ce que dans la journée de grève mardi, les chefs syndicaux vont dire que cette offre du gouvernement est une véritable insulte, puis que c'est pire que pire, puis que c'est pire que jamais? Oui. Et là, à ce moment-là, on prendrait le chemin d'une grève générale illimitée, ouais. Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir.